donné, externaliser tout, c'est pas forcément optimal. Donc déjà, c'était une première remarque par rapport à ce qui s'est passé post-Covid. On a beaucoup entendu des entreprises vous dire, finalement, on a peut-être trop externalisé. Il y a des fonctions qui peuvent paraître des fonctions support. On pourrait dire le transport. Ouais, mais le transport, ça s'appelle les délais. Ça s'appelle le just in time. Et dans des industries de B2C, il faut avoir le produit au bon moment. Peut-être même aussi dans le B2B. Et puis au-delà, ça m'a intéressé en tant qu'économiste, vous l'avez compris, parce que finalement, ça valide une des plus grandes théories économiques qu'on enseigne à tous nos étudiants, avec beaucoup d'exemples. On prend souvent l'exemple du commerce de la banane. C'est finalement le marché, c'est très bien de signer des contrats. Parce que Lidl aurait pu signer un contrat, c'est ce qu'elle faisait avant. Elle a signé un contrat avec une compagnie maritime. Mais rédiger des contrats, d'abord, c'est compliqué. En général, c'est pas respecté. Il faut aller devant les tribunaux. Pourquoi le bateau n'est pas arrivé à temps? Ah oui, mais c'est pas de ma faute, etc. Pourquoi le prix, finalement, n'a pas été respecté? Tout ça, ça s'appelle des coûts de transaction. Et ça a valu à leurs auteurs le prix Nobel d'économie. Je pense notamment à Oliver Williamson et Ronald de Coase. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand vous avez comme ça ces coûts du marché, signer des contrats, ça coûte trop cher. Au bout d'un moment, il vaut mieux faire soi-même. Finalement, diviser le travail, confier à d'autres le soin de tout faire, ça paraît optimal, parce que finalement, vous allez vous concentrer sur votre cœur de métier. Le cœur de métier de Lidl, c'est quoi? C'est même pas de produire, c'est de distribuer. Oui, c'est un distributeur. Oui. Ah oui, donc elle devrait faire que de la distribution. En fait, non. Elle s'aperçoit que pour le consommateur final, la proposition de valeur, c'est un tout. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ça chez d'autres distributeurs. Je pense à Amazon. Alors moi qui suis un spécialiste de l'aérien, n'oublions pas qu'Amazon a sa compagnie aérienne. Oui, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que Amazon va faire avec une compagnie aérienne? C'est deux métiers complètement différents. Oui, mais c'est le meilleur moyen de tenir la promesse. Et la promesse d'Amazon, on la connaît, elle est quand même souvent très bien réunie. Donc vous voyez, c'est intéressant. Il y a un moment où vous ne pouvez pas diviser le travail. Ce que vous allez gagner, finalement, en vous concentrant sur votre tâche, vous allez le perdre en coût de coordination. Toute la question qui va se poser, c'est jusqu'où dois-je réintégrer? Parce qu'une fois que j'ai fait le bateau, j'ai intérêt aussi à faire le camion et puis peut-être même la logistique du dernier kilomètre. Et je peux le faire d'autant plus que je suis grand. Car vous voyez bien, si je suis un petit distributeur, acheter des bateaux, c'est pas très raisonnable. Par contre, quand je m'appelle Lidl, et que je pêche, je crois, plus de 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, de toute façon... Mais 125 milliards je crois à vérifier, mais c'est un géant. C'est un géant, oui. J'ai les moyens de remplir mes bateaux sans problème. Donc c'est intéressant cette idée que plus on est gros, plus en plus on a une incitation à faire soi-même. Donc c'est un débat économique, ça va intéresser les étudiants, mais super important en sciences économiques, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas. Et on voit aujourd'hui que de plus en plus d'entreprises vous disent finalement, faire un peu soi-même des choses qui ne sont pas dans mon cœur de métier, c'est un gage de sécurité dans un monde quand même turbulent, incertain, non seulement en termes de prix, mais également en termes de délai. Et ce que vous dites d'ailleurs résonne tout particulièrement après la rupture importante des chaînes d'approvisionnement qu'on a pu connaître il y a quelques années avec cette vague d'inflation. Mais ça a mis du temps. Et la dépendance que ça a mis au jour. Mais Nicolas, ça a mis du temps. Il y a un grand auteur américain, professeur à Harvard, qui s'appelle Paul Antras, il appelait ça le stickness, c'est-à-dire c'est pas du jour au lendemain. Les entreprises ont attendu, elles ont regardé, elles se sont dit au-delà du Covid, puisque c'est terminé, entre guillemets, on voit bien que finalement, les chaînes de valeur, c'est quand même très dépendant du commerce maritime. Il y a peut-être un moment où il faut intégrer verticalement. Ça vous parle, ça, Laurent Wronski? Ah bah non seulement... Vous qui êtes quand même justement assez pragmatique sur pas mal de sujets, y compris la notion de stock, de flux tendu, de dépendance au secteur financier ou aux banquiers ou pas, enfin bref. Alors là, Emmanuel dit que c'est un sujet qui est important. Je pense que c'est un sujet qui est essentiel et fondamental. Et moi, ça a été le sujet qui m'a permis de repositionner Hervor. Donc je le disais tout à l'heure très modestement, moi je suis un pur produit de l'école de Chicago où dans les années 80 on vous a appris trois choses. 1, il faut emprunter un maximum. 2, il faut surtout pas avoir de cash sur les étagères, donc pas de stock, flux tendu, etc. Et puis 3, alors il faut vraiment se recentrer sur son cœur de métier. Bon, moi j'ai été nourri à ça, toute ma génération. Alors, je dis souvent à mes collaborateurs, si Hervor était racheté par un grand groupe, le premier qu'on remercie pour mauvaise gestion, c'est moi. J'ai fait exactement l'inverse. Précisément l'inverse. Parce que je pense que ce que décrit Emmanuel, c'est absolument essentiel. Je vais vous donner un exemple, justement, puisqu'on parle beaucoup d'industrialisation. Vous avez des gens qui ont dit, mais alors finalement... fabriquer nos pièces chez nous, les fondre chez nous, les usiner chez nous, donc c'est pas essentiel. Nous, on n'est pas une fonderie, on n'est pas usinier. Nous, on conçoit des moteurs. Donc, on va déléguer la fonderie à une fonderie. Bon. Et puis, comme les fonderies ont toutes fermé les unes après les autres pour les questions de normes, d'environnement, d'effet Puma, projet utile mais ailleurs, on veut une fonderie mais à 50 km. Donc, ces fonderies se sont installées en Chine. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le fondeur chinois, il a eu un carter. Il s'est dit, tiens, c'est pas mal ça. Puis après, on lui dit, comme tu travailles tellement bien, on va te donner la deuxième pièce, puis la troisième pièce.
il a fabriqué le moteur entier. Et celui qui